Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Ce matin, nous sommes le 8 avril 2023, il est 9 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 et Mina Abed nous rejoint déjà. Mina, bonjour. Bonjour Noah, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Aujourd'hui, Mina, en compagnie de notre ami Ahmed Ghali Hassan, donc qui vient chaque samedi, nous allons nous intéresser aux manuscrits. Patrimoine, n'est-ce pas? Et oui. Voilà, donc nous allons nous intéresser aux manuscrits, mais particulièrement les manuscrits qui viennent donc pour l'interprétation de l'islam, du Coran, puisqu'il y a eu un événement qui a eu lieu donc, cette semaine. Donc nous allons revenir en compagnie de notre ami Ahmed Ghali Hassan. Nous allons revenir donc à cet événement. Voilà, mais sinon nous allons nous intéresser aussi à une frange de la société, notamment les diabétiques. Alors, on sait très bien qu'ils ont un régime particulier. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est le meilleur régime, paraît-il, pour tout le monde. Oui. Ouais, des fois c'est un peu sévère, mais bon. Mais intéressant pour la santé. Oui, intéressant pour la santé, mais des fois c'est un peu sévère. Oui, c'est un peu sévère. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, voilà. Et ben justement, pour ne pas que ce soit sévère, et ben il faut varier tout simplement son alimentation, la présentation aussi des plats. Ça joue, hein, la présentation, le visuel. Bien sûr que ça joue, n'est-ce pas? Ah oui, oui, ça joue. Quand c'est bien présenté, on joue un petit peu sur les couleurs, sur la présentation. Ça donne envie. Ça donne envie, voilà. Même si on n'a pas forcément un aliment particulier, ben voilà, on peut jouer sur ça. Hein, non, non, mais aussi. Le fait de voir une belle assiette, c'est important. C'est important, surtout pour les diabétiques. Surtout pour les diabétiques, voilà, surtout pour les personnes d'une manière générale qui suivent un régime particulier. Ben justement, nous aurons une invitée parmi nous. Elle est diabétique à la base et elle s'est donnée comme mission finalement d'accompagner toutes les personnes, les jeunes particulièrement, qui sont donc diabétiques, par des petits conseils, par des petites recettes par-ci par-là, mais surtout une très très belle présentation, donc qui permet finalement de bien vivre, d'être en conciliation avec son diabète. Nous parlerons également ce matin en compagnie de Samira Hadjama. Ahmad, tu imagines à peu près où est-ce qu'elle va nous emmener? Un petit peu. Un petit peu. Du côté d'Alger. Du côté d'Alger. Samira, elle est amoureuse de la ville d'Alger. Ah oui, oui, finalement. oui. Ah oui, c'est voilà. Incroyable. Et elle va nous emmener du côté de la Casbah, et pas pour visiter toute la Casbah, mais visiter vraiment des monuments très spécifiques donc au cœur palpitant hein, de la ville d'Alger. Il s'agit des mosquées donc de la Casbah. Elle va s'intéresser aujourd'hui donc à l'histoire, à l'architecture et à la symbolique, surtout des mosquées de la Casbah. Et nous terminerons l'émission en musique. Parfait. N'est-ce pas? Parfait. Bah, merci beaucoup à Amel Almi hein, qui a réfléchi tout ça, qui a pensé tout ça, qui nous a fait cette feuille de route. Merci à toi, Amel Almi. Mais sinon, il va faire beau aujourd'hui. Il a fait plutôt frais ce matin. Un petit peu. Un petit peu, mieux qu'hier. De quoi? Mieux qu'hier, enfin mieux qu'hier. Après, c'est relatif. Hein, parce que mieux, il va faire un peu plus froid, un peu plus chaud. Non, ça sera un petit peu la même chose. Oui, mais la carte, apparemment, elle est un peu plus variée qu'hier. Oui. Un peu plus variée qu'hier. Tu vas nous donner quelques détails? Avec plaisir. Avec plaisir, mais ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et on disait que la carte aujourd'hui est un peu plus variée que ce qu'on a vu cette semaine. Donc il n'y a pas des éclaircies partout hein, finalement. Oui, il fera beau un petit peu partout. Il fera beau un petit peu partout. Il fait bon un petit peu partout. Il fait bon. Bon, il fait un petit peu chaud hein, toujours au sud. Au sud. Mais sinon, bon, un petit peu chaud aussi au nord. Pas grand-chose, mais bon. Un peu plus qu'hier? Légèrement. D'accord. Légèrement. On fait avec. On fait avec. On fait avec. On a connu pire. Hein. Oui, de toute façon, le temps a toujours son dernier mot. Hein. Exactement. Donc, on n'y peut rien, c'est comme ça. On espère, mais il a toujours son dernier mot. Exactement, espère. On espère. Un peu plus de détails, Mina? Oui. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil de la brume ce matin. Sur l'ensemble des régions côtières, notamment à l'ouest et à l'est du pays, ainsi que sur le Nord-Sahara et les oasis. Et puis, bien sûr, le ciel restera dégagé hein, tout au long de cette journée, voilé vers l'extrême sud, le sud-ouest, la Saoura, le Hogar, le Tassili. On notera de fréquences sous la mante de sable, notamment sur le Sahara central, le Nord-Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 30 degrés à Tiaret, 24 degrés à Alger, 20 degrés à Annaba, 25 à Tlemcen, 23 degrés à Ghardaya, 25 degrés à Béchar, 28 à Tindouf, 29 à Drari, Insalah et enfin 40 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud.
On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très calme sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 25 km/h à l'ouest et au centre et entre 10 jusqu'à 20 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. On notera des pluies à Vienne ainsi qu'à Rome, des passages nuageux assez denses d'ailleurs à Paris, un ciel voilé à Londres, dégagé à Madrid. Côté température, on notera 12 degrés à Moscou, 15 à Istanbul, 14 à Rome, 16 à Paris et enfin 27 degrés à Madrid. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Finalement, il va faire chaud. Hein. Légèrement, oui, un Légèrement. peu plus qu'hier. Un peu plus qu'hier peu quand plus même. Mais on qu'hier. rappelle encore une fois que ce sont des températures à Londres, Exactement. n'est-ce pas? Exactement. Hein, donc un peu plus qu'hier. Bon, c'est le printemps. Hein. C'est le printemps. C'est le comme printemps, il s'installe. Hein. C'est comme Voilà. ça. Hein. Il faut bien. Hein. Il s'installe petit à petit. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Après journal télévisé du midi, après celui du soir et la semaine prochaine. Et la semaine À prochaine. la semaine prochaine pour On se Bonjour retrouve d'Algérie. Jeudi, Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup, Mina. Merci. Allez, à tout à l'heure. Et on continue. Pause musicale cette fois-ci. Et on se retrouve juste après. مجرد اللحمك مطول طويل ولا قصير يا سيد فاطمة مربوع. إذا مشيت بالعشق ما تكون ثقيل، الأرض تنطوالك وجبال الطوع. قرن اسمو مع اسمك الوحيد الجليل، السقف فضلك الفرس المجنون، عينك تنام وقلبك ما ينام صغير. عينك تنام وقلبك ما ينام صغير. تنظر وقلبك كل متفكر، يا كم طبايع كحل النجلة، حمر الخدود مكعش عرض. أنا عليك مدايا يا رسول الله، بدواك طبني أنا بالعربي، بدواك طبني أنا بالعربي، بدواك طبني أنا بالعربي، بدواك طبني أنا بالعربي. مخمض البطن مفلج الاسنان، عالي ندود زين الحزام محمد، قني الانف طه كحل الاعيان، زنج الحواجب الهاشمي ظريف القد، يا واسع المناكب شفيعنا العدنان، يا كامل البهاء وجمال سيد احمد، يا سيد فاطمه بك انطباع الحله. يا سيد فاطمة بطباع الحلة، طلنا نغني عليك صحابي، طلنا نغني عليك كل ليلة، من الصغر بيك مدح نظفر شيكي. أنا عليك مداح يا رسول الله، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي. مكتر شمايلك ما يوصفهم وصاف، تعيا الكتب والراوين والفصحى، يا خاتم النبوءة جد الأشراف، يا سيد العرب والعجم بلا مسحة. أنا قبضت في الله وفيك ليس نخاف، منك بغيت يا سيد فاطمة نفحة، الجود والجدا فيك يا رسول الله. الجود والجدا فيك يا رسول الله، يا عالي نسمك وشعر قربي، الخضر خديم دار وخوتي جملة،
الوالدين وعلي وجبل احبابي انا عليك مدام يا رسول الله بدواك طبني يا النبي العربي 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 أنا عليك مداه يا رسول الله بدواك طبني يا النبي العربي 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 انت سيد كل سيد الله الله انت أعز المذنبين الله الله يا مولاي انت أعز المذنبين الله الله يا مولاي انت أعز المذنبين الله الله يا مولاي فيك حقا النار تخمد الله الله وتشعشع نور العين الله الله يا مولاي وتشعشع نور العين الله الله يا مولاي وتشعشع نور العين الله الله يا Et Ahmed Greg Hassan est déjà parmi nous. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum, alaikum Maroc. Ibarak fik, Allah yisselmek. Comment ça va? Ça va, là-bas, Une semaine plutôt bien animée. Oui, bien sûr. Bon, cette fois, c'est la Bibliothèque nationale qui nous tient par le bout du nez. C'est eux qui mènent. Pour la bonne cause. Oui, oui, c'est bien. Parce que ça a repris, c'est une Oui. activité culturelle, vraiment, ça fait Culturelle et chaud au cœur. scientifique aussi. Exactement. Donc, c'est merveilleux. Bon, enfin, le cadre est très scientifique, le public, donc très intéressé. Déjà, qu'il y ait une activité culturelle, pas une animation artistique, culturelle, donc dans une institution aussi importante que la Bibliothèque nationale, c'est bien. L'an dernier, ils l'ont fait. Et cette fois, ils ont repris et c'est bien. En fait, le concept, c'est de se rencontrer de façon hebdomadaire autour d'un thème particulier qui cadre finalement avec l'événement, avec Ramadan. Avec Ramadan, qui cadre avec l'émission de la Bibliothèque nationale. Là, le premier colloque, c'était sur les écoles soufis en Algérie. Et là, cette semaine, la semaine dernière, c'est sur les manuscrits. Parce que ça correspondait avec la journée arabe du manuscrit, qui est célébrée le 4 avril depuis 2011. Donc, autour de ce thème, ils ont choisi de parler d'un type particulier de manuscrit qui est le manuscrit religieux, donc avec un contenu religieux. Donc, c'est mais on m'a convoqué pour invité. Allez, on t'a invité. Oui, c'est. Non, mais c'est vrai quand il s'agit de missions comme ça culturelles, de transmettre un savoir, on est plutôt convoqué. En fait, le c'est terme, une obligation. C'est pas mon invention, c'est l'invention de Saïd Chiban. Vous nous avez raconté l'anecdote. Donc, je préfère faire en mémoire, en hommage à Saïd Chiban, c'est vrai que c'est lourd en symbolique. Hein. Exactement, parce que c'est une mission, donc ce que les anciens se donnaient, c'est une charge, c'est une responsabilité. À chaque fois, ils disaient oui, présent, donc on n'a pas le droit de faire faux bon, il faut continuer la mission. Et c'est ce qu'il y a eu, donc il y a eu lieu de cette rencontre. C'est le jeudi, donc en soirée, donc après Salat Tarawih, à partir de 10h, 10h30. Donc il y a eu deux présentations. C'était pas très lourd. Donc, mais ça va être le cas pour tous les colloques, 2 présentations, et pour essayer d'impliquer les gens, le public. C'est déjà un public très intéressé et motivé parce qu'ils viennent en soirée, ils sacrifient, donc il y a un sacrifice qui est fait, donc ils viennent pour assister. Et puis il y a le débat à la suite des présentations. Cette fois, il y a eu 2 présentations, l'une sur le manuscrit religieux algérien, ou en Algérie, algérien disons-le. Et la deuxième présentation, c'était sur
les manuscrits de Sahih al-Bukhari dans le fond de la Bibliothèque nationale. La deuxième présentation a été donnée par Dr Ftouma Ben Yahya, qui est chef de service des manuscrits, qui est connu maintenant, même, donc qui fait un travail merveilleux pour les manuscrits. Et tout ça, bien sûr, qui est chapeauté. Donc, on a eu la présence, bien sûr, du directeur général de la bibliothèque, Mounir Bahadi. Il y a eu le professeur Ammar Talbi, il y a eu le professeur Gissoum qui était là, et une assistance d'une grande qualité. Et on a parlé de ça. Donc, c'est ce que je vais essayer de partager avec nous aujourd'hui. Exactement. Donc, on m'a chargé de faire une présentation sur le manuscrit religieux. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de manuscrits, il y a tellement de thèmes. Donc, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc au début, je me suis dit, je vais faire juste le mushaf, la production du mushaf en Algérie, où sont les masahif, les vieux masahif en tant que manuscrits. Et je me suis rendu compte que c'est une thèse de doctorat en fait. C'est des gens qu'il faut que... C'est un travail de longue haleine qu'il faut aller dans les zaouïas, chez les familles, pour essayer de voir, faire des copies et étudier. Donc j'ai commencé par une petite rubrique comme ça, dans la présentation concernant les mushaf. Là, c'est un très beau mushaf qu'on voit avec le Khat al-Qandoussi, donc c'est la région du sud-ouest en Algérie. C'est très beau comme calligraphie. En fait, la production du manuscrit, il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que il y a le contenu, il y a la calligraphie, il y a aussi la production du papier. Et puis les couleurs des encres, tout ça, c'était une industrie. Donc, et un rituel aussi autour. Oui, exactement. Parce qu'on ne pouvait pas utiliser n'importe quel papier, n'importe quelle encre. Il fallait vraiment donner aussi toute la pureté finalement à tout matériel. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, quand ils ont commencé à importer du papier européen, donc du papier industriel, il y a eu une fatwa, il y a eu la question donc, des mouftis qu'on a adressée aux mouftis, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce papier ou pas? Donc voilà, petit à petit, donc, vu la production qui était plus importante, ils l'ont utilisé. Là, par contre, on voit un manuscrit produit en Kabylie. C'est l'un des grands maîtres de lecture du Coran qui était dans la zawiya de Sidi Abdelrahman il-Louli, qui est une zawiya très connue pour sa spécialité dans les qira'at. Mais il y a aussi le fait que les grands maîtres, donc ça c'est Ben Ammar Zillaji, ou il y a d'autres... le Khdashi, le Betrouni, donc il y a de grands noms qui étaient là, le Boujlili, qui eux-mêmes étaient aussi écrivaient des Corans. Donc on sait que le Cheikh L'Arbi al-Khdashi a écrit donc, de sa propre main 99 mushaf. Donc il y a certains ulama aussi qui vivaient de cette activité de Noussar. Donc ils étaient des scripts en même temps. Par contre, pour les tafasir, déjà dès le 2e siècle de l'Hégire, on a dans la biographie de Abdelrahman ibn Rustum le fait qu'il a écrit, a rédigé un tafsir. Mais hélas, on n'a pas le document a été perdu. Mais déjà dès le début, on a cette information. Par contre, le deuxième tafsir connu, c'est le tafsir de Muhkam Ben Houd al-Houari. On en a parlé dans une rubrique ici. Donc, on voit que dès les 4 premiers siècles, donc à partir du 2e jusqu'au 6e, on a déjà le commencement d'une production intellectuelle en Algérie qui a débuté. Donc, que ce soit à côté de Tihert ou dans les environs de l'Est, donc parce que le centre culturel à l'époque c'était Kérouan. Donc il y avait toute Kérouan, donc et à côté il y a Tobna, il y a Sadrata, il y a toutes ces villes qui étaient des centres culturels. Bon, c'est des villes qui ont disparu maintenant, mais on sait qu'il y avait une activité culturelle et autour de ça, il y a l'activité, il y a l'intérêt pour le tafsir en tant que spécialité, ou bien en termes de doros, donc c'est les ulama qui donnaient un dars de tafsir. Et il faut dire que ça a duré des années. Donc, quand on commence à faire l'exégèse du Coran, ça prend beaucoup de temps. On sait que Ibn Badis, ça lui a pris 25 ans, pardon. Par contre, d'autres, donc c'est autour de 20, 30 ans. Donc, tout dépend. Et donc, là, par exemple, là, on voit ça, c'est l'un des premiers aussi, c'est le Bara'i, Ali ibn Ahmed al-Muqri al-Bara'i. Donc, c'est la région de Bougie. Donc, c'est l'un des premiers, c'est le 6e siècle de l'Hégire. Et puis on a un autre Tadjibi, toujours le même siècle. Donc c'est
Bougie, c'était un centre d'attraction donc, qui attirait beaucoup d'Andalous. Donc il y avait beaucoup d'Andalous, de savants andalous qui faisaient le voyage, qui s'installaient à Bougie, ou bien à un certain moment, donc juste une période, ou bien s'installer définitivement, donc qui en faisait un lieu d'installation ici installé pour donner des cours, faire une production intellectuelle, donc, etc., etc. Là, on voit que Tafsir Kitab Allah al-Aziz de Muhkam bin Houd bin Muhkam al-Houari, qui a été édité par Al-Hajj bin Saïd Shirifi, donc ça fait quelques années. Là, par exemple, pour cette édition, il a dû donc voyager pour chercher les copies qui existaient. Donc, c'est des copies qui existent, que ce soit en Algérie, dans les bibliothèques privées, d'Umza par exemple, ou à Djerba. Donc, il faut vraiment voyager des fois. Et à la fin, c'est ce que j'ai présenté. J'ai présenté un tableau pour essayer de faire l'état des lieux, le nombre de personnes qui ont fait l'exégèse, on en a 146. Le nombre de tafsirs qui ont été faits, on en a 149. De Doros Tafsir, 61 dars, donc 61 maîtres qui a fait Tafsir du Coran. Et puis les copies qui sont restées en termes de manuscrits Alors, les statistiques que tu nous donnes, c'est sur une période particulière, périodicité particulière? Depuis le 2e siècle de l'Hégire jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, bien sûr, je ne dis pas que le travail est fini ou là, il est définitif, non. C'est juste suivant la matière que j'ai eue à ma disposition, parce que je n'ai pas eu le temps de une première bien... prospection, on va Voilà, dire. exactement. Mais je pense que le résultat est fiable jusqu'à 80%, je pense, enfin, d'après moi. Donc, et on voit que, par exemple, des 149 tafsirs, on n'en a gardé que 26 qui sont sous forme manuscrite. Donc, et le reste? Donc on a 102 qui ont été perdus, ou sont considérés perdus maintenant. Et puis il y a une partie qui a été publiée, qui a été éditée. Donc il y a une partie des tafsirs qui a été produite à partir du 19e siècle, donc 19e, 20e et 21e, et qui ont été publiés. Donc par exemple le tafsir, on a la couverture qu'on va voir à la fin. Il y a même un tafsir de Cheikh Mohamed bin Youssef Tfish qui a été publié à Zinjibar. Oui. Donc voilà, donc il y a l'un des derniers, on va voir la couverture par la suite, Mohamed bin Abdelkrim al-Jazairi, donc il a publié. Puis il y a là par contre, on voit une copie de tafsir de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. C'est l'un des tafsirs qui est le plus connu en Algérie. Oui. Donc on en trouve des copies partout, donc même dans les pays limitrophes, au Mali, en Mauritanie, donc même en Orient, en Égypte, en Syrie, on trouve des copies. Et les copies aussi en Algérie, elles sont nombreuses. Il a été publié plusieurs fois. La première fois, c'était une édition critique de Mohamed El-Kamal, Mohamed Mustafa El-Kamal, Belkhouja. Et l'une des plus importantes, c'est celle du professeur Ammar Talbi. Donc, voilà. Donc, là, par contre, à la suite, on a Tafsir d'Ibn Zarou, qui n'est pas très connu. J'ai trouvé la copie sur le net, celle-là, mais je ne sais pas où elle se trouve. Donc, je ne peux même pas la localiser. Mais pas d'informations autour. Pas d'informations, mais c'est une très bonne information parce que le fait que ça existe, ça veut dire qu'on garde espoir de retrouver aussi les autres. L'original? Parce que de temps en temps, exact. L'original, non. Souvent, ce n'est pas les copies originales, c'est des copies. Ce n'est pas le manuscrit original qui a été rédigé par l'auteur lui-même. Oui. En général, c'est des copies et qui sont comme ça gardées par-ci, par-là. Là, on a le Muhakamat. C'est une étude comparative, l'une des premières peut-être dans le monde musulman, entre deux tafasirs. Là, c'est Ben Abi Hayyan et Ibn Atiyya au Zamakhshari. L'auteur, c'est Yahya Shawi, c'est un Algérien qui
qui a étudié ici, donc qui a grandi, qui a étudié, et puis il est parti au Moyen-Orient, il s'est installé en Égypte, et il a eu beaucoup d'influence. Là, c'est un manuscrit qu'on croyait perdu, Kitab al-Ibriz wa al-Iksir fi ilm al-Tafsir. Le cheikh Mohamed ibn Abi Ras al-Nasri, c'est un des plus grands savants de l'époque ottomane en Algérie. Et justement, cette année, on fête le 200e anniversaire de son décès, parce qu'il est décédé en 1823. Et cette année, c'est 2023. Il y a eu autour de cet anniversaire quelques manifestations à Mascara. Donc à Mascara, ils ont fait 2 ou 3 colloques. Et c'est un grand savant, donc il faut vraiment étudier. Jusqu'au début du XXIe siècle, on ne connaissait que quelques-uns de ses ouvrages en histoire. Mais maintenant, on commence à trouver d'autres manuscrits qui commencent à sortir. Et c'est très intéressant pour l'étude de l'activité intellectuelle de l'époque. Là, par contre, c'est un tafsir particulier. C'est le tafsir de Sourate An-Nur. C'est un tafsir de Sidi Ahmed bin Mustafa al-Alawi, Cheikh Sahib Tariqa al-Alawiya. Et l'approche est différente parce que c'est une approche soufie. Donc c'est une lecture soufie du tafsir al-Coran. Et bien sûr, c'est un tafsir qui existe. Donc, bien sûr, l'un des premiers inspirateurs, c'est Ibn Arabi avec son livre Al-Futuhat al-Makkiya. Et puis, il a été relayé par plusieurs auteurs, notamment l'Amir Abdelkader avec son livre Al-Mawaqif, qui est autour de... Chaque mawqif est autour d'un verset du Coran, donc qu'il explique avec une inspiration soufie. Et puis, il y a les tafasirs, plusieurs de Cheikh al-Alawi. Là, c'est une édition faite à Zinjibar de Tafsir al-Qur'an, Musamma Himyan Zad, ila Dar al-Ma'ad. Et c'est un tafsir de Cheikh Mohamed bin Youssef Tfish, qui est décédé en 1914. Donc, il y a plusieurs de ces ouvrages qui ont été imprimés, édités à Zinjibar, ou notamment au Sultanat de Oman. Donc, parce que vu qu'il y a le partage du madhab, c'est le madhab ibadite, donc il y a aussi ce type de rayonnement intellectuel qu'en Algérie sur d'autres pays, donc via les canaux culturels qui restent très importants. Donc maintenant on parle même de diplomatie culturelle. Donc, c'est très intéressant. Donc voilà un peu ce qu'on a présenté. À la fin, il y a aussi, j'avais dit que Madame Ben Yahya a présenté. Là, c'est l'un des derniers publiés. C'était au Jihad al-Qur'an al-Azim, Dr Mohamed Malik Karim al-Jazairi. Donc ça lui a pris presque 40 ans de sa vie. Donc c'est un projet de prospection, de recherche, de collecte. Exactement, de collecte d'informations. Parce que on a le souci d'essayer d'apporter, quand on écrit un tafsir, bien sûr, on ne va pas tout inventer, mais on a le souci d'essayer d'être actuel. Donc c'est une lecture actuelle du Coran et du tafsir, parce qu'on ne peut pas présenter aux gens du XXIe siècle le même tafsir qui a été présenté, du moins dans la forme, le style. Donc on essaie d'actualiser, d'alléger quelquefois. Mieux vulgariser probablement, exactement. Plus. Donc il y a d'autres soucis. Donc à chaque fois, c'est pour ça que chaque génération a son tafsir, chaque génération a ses fatwas. Donc et les besoins diffèrent d'une génération à une autre. Donc on a l'essence reste le même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste dans la forme. Donc, on ne va pas changer le sens, bien sûr. Il y a des gens qui font dans ce qu'ils appellent le tafsir al-ilmi du Coran. Mais bon, ça reste vraiment quelque chose de très particulier, disons-le comme ça. Donc il y a la présentation de Madame Ben Yahya. On va voir un manuscrit de Bukhari. C'est une très vieille copie qui est très belle. Donc je ne sais pas. Donc il y a la deuxième. Voilà, ça c'est une très très belle copie de Sahih al-Bukhari. Conservée au niveau de la Bibliothèque nationale. Exactement, c'est le fond de la bibliothèque. Donc c'est une très vieille copie. Elle daterait du 8e ou du 9e siècle de l'Hégire, si je me rappelle bien. Donc on voit que ça c'est une copie qui est faite pour la lecture. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est lisible? Est-ce qu'on peut lire? Oui, ça c'est... Je reconnais quelques mots. J'arrive quand même à... عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كمل الجزء السادس والأربعون من الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل
ومن بعد يأسي على أعناقهم فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس. Donc, en fait, c'est des copies qui étaient faites pour être lues parce que en Algérie, on a une très vieille tradition qui consiste à faire une lecture. Ils appellent ça Serd al-Bukhari. Dès que le mois de Rajab rentre, dans le calendrier, on commence la lecture du Bukhari et on a un juz qu'on lit quotidiennement pour terminer la lecture à la fin du mois de Ramadan. Donc le 27e jour du Ramadan, on termine Serd al-Bukhari. C'est une coutume, c'est une tradition qui est faite, on appelle ça ya riwaya ya diraya. Donc on appelle ça riwaya. Donc les gens lisaient, donc à tour de rôle, ils font une halqa comme ça, un cercle, ils commencent à lire à tour de rôle jusqu'à terminer et à la fin le mufti, s'il est là, ou un grand alim, il leur donne sanad, donc une licence dans la lecture du Coran. C'est pour préserver la lecture du Coran en termes exacts, parce qu'il faut respecter. Voilà, donc là c'est une copie royale, c'est une copie c'est une copie de Salih Bey, donc qui était dans l'une des mosquées. Elle a été offerte par Salih Bey à l'époque ottomane, à l'une des mosquées de Constantine. La mosquée a été dilapidée pendant l'occupation française et quelques manuscrits de la bibliothèque de cette mosquée existent maintenant à la Bibliothèque nationale. Donc en termes de statistiques, on en a quelques dizaines donc, de copies de Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, donc on a 41 mkhtout, 41. Donc les explications, donc Shuruh al-Hawashi ou Ta'liqat, on en a 45. Donc pardon, vas-y. Je voulais juste revenir sur la copie royale, si la régime le permet. Au fait, il y a des inscriptions en marge. Oui. Sur la marge, donc des pages, ça représente quoi, les inscriptions? Des fois, c'est des commentaires. Donc, quand un alim, donc, ou un érudit lit, donc, il écrit donc, une remarque, une explication, peut-être un mot qui manque, donc il le rajoute. Et des fois, si c'est le début, c'est en général comme si c'était un acte notarié de waqf. Donc il dit cette copie a été donnée en waqf par Salih Bey à la mosquée telle, en date de telle et en présence de tel et tel témoin. Donc c'est un acte notarié qu'on trouve. En général, on respecte les copies de Sahih al-Bukhari, donc si c'est du Coran, on essaie d'éviter, sauf si c'est une correction. Donc, des fois, il y a un mot qui manque ou quelque chose qui est illisible. Une explication, donc, une explication. Des fois, on met, quand le lecteur voit que le chapitre est important ou l'explication, donc il met à la marge, il met comme ça qif sur telle et telle question. Donc, quand il va réviser, il va directement chercher cette note, donc qui lui permet de retrouver la page qu'il recherche. Mais dans d'autres manuscrits, on trouve des fois l'état civil de la région. Donc, lui, il est en train de lire, donc il a le bonheur d'avoir un enfant ce jour même, donc il le met à la marge de cette page parce que ce jour, le jour de tel, j'ai eu un enfant que j'ai nommé tel. Puis il y a aussi les décès, donc ils mettent les décès. Il y a aussi des informations sur s'il y a des inondations, donc on peut trouver s'il y a un séisme, on peut trouver une note comme ça. C'est pour ça quand on fait l'histoire du climat, l'histoire des séismes, l'histoire de ces phénomènes naturels, donc on est obligé de tout lire. Des fois on trouve dans un manuscrit, donc sur 500 pages, on trouve une note qui te donne la date d'un séisme. Donc, pour te dire le travail, c'est une façon qu'ils avaient de faire. Bon, on la respecte. C'est une façon de faire, effectivement. Exactement. Mais sinon, ma question, Ahmed, par rapport à tous ces manuscrits, les manuscrits, ça reste quand même un patrimoine, de rien, et très fragilisé, on va dire, par le temps, par les intempéries, par aussi certains parasites, certains insectes. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour la préservation et surtout pour la collecte? On sait qu'il y a beaucoup de manuscrits qui se sont perdus au fil du temps, mais de temps en temps,
il y a toujours comme ça un manuscrit qui sort par-ci, par-là. Donc qu'est-ce qui se fait aujourd'hui En fait, au moins rechercher on ce qui s'est perdu. encourage les gens qui en ont et qui ne travaillent pas dessus de les offrir comme don à la Bibliothèque nationale. Parce que la Bibliothèque nationale en Algérie, c'est l'un des... Enfin, elle a la mission de sauvegarde de ce patrimoine. Et elle le fait bien. Donc il y a plusieurs laboratoires. Il y a quand ils reçoivent un manuscrit, donc au début, c'est le nettoyage. Oui. Donc des fois, il y a des parasites, des fois il y a des insectes, des œufs d'insectes. Donc ils ont les moyens. Et il faut le dire, des fois les manuscrits qui sont chez les gens, ils sont dangereux. Ils ne savent pas qu'il y a des parasites ou des champignons. Donc en les ouvrant, ça peut leur provoquer des maladies. Donc quand ils les ramènent, ils sont nettoyés, donc désinfectés, nettoyés. Puis restaurés pour pas mal d'entre eux. Oui, certains. Donc, quand on peut les restaurer, on les reclasse parce que généralement, on trouve que bon, c'est des feuillets séparés. Donc, il faut reclasser, il faut remettre l'ordre des pages. Et la première des choses qu'il faut, c'est numériser. Donc, et c'est ce que fait. Il y a un service de numérisation à la Bibliothèque nationale. Au début, donc, il y avait un traitement qui était fait. En plus de ça, maintenant, on est passé à ce qu'ils appellent la congélation. La congélation consiste à mettre le manuscrit dans des conditions d'humidité, 50% d'humidité, et de température entre 16 et 20 degrés pour essayer de prolonger la vie du manuscrit au maximum. On ne fait plus de traitement comme on faisait, donc comme même les grandes institutions faisaient ça, mais ils ont vu avec le temps que ça a accéléré la détérioration. Maintenant, ils optent pour la congélation, on appelle ça la congélation, et la numérisation. Donc, à chaque fois, donc, des fois, on voit des institutions qui, à chaque fois qu'ils ont de nouveaux types d'appareils, donc avec plus de résolution, donc ils refont la numérisation pour garder la meilleure copie de ces manuscrits. Il faut dire que les manuscrits, c'est un produit, c'est des fibres, c'est comme du bois. Donc ça se casse avec le temps. Donc quand on les met dans un coin où ils sont secs, donc ils sèchent, le bois sèche et ils se cassent. Donc il faut et ils s'effritent, effectivement. Et ils s'effritent, exactement. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à tous les gens qui ont des documents et n'en ont plus peut-être besoin, donc et de les offrir aux chercheurs. C'est la meilleure manière, voilà, c'est la meilleure manière de les préserver. D'abord, exactement. Et puis de les conserver. On peut même à la bibliothèque, il y a même la possibilité de créer des fonds. Donc, le fonds on a des fonds plusieurs. On a le fonds de Sih Ahmed Ben Hamouda, on a le fonds de Bou'nani, on a plusieurs fonds qui sont comme ça. On garde le nom de la personne reste vivant. Donc, voilà, meilleure manière d'ailleurs de les conserver. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ahmed, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Merci beaucoup. Ahmed, et cette fois-ci, nous allons aller du côté de la Casbah d'Alger en compagnie de Sophia Chouban, elle qui va nous faire visiter les mosquées d'Alger. On se retrouve juste après en compagnie de Samira Hadjamar pour plus de détails. Parmi les plus vieilles mosquées de l'époque médiévale figure celle de Sidi Ramdan en Haute-Casbah, qui date du XIe siècle et porte le nom du saint Sidi Ramdan. C'est une mosquée dont l'architecture austère a résisté au temps. Après sa restauration, elle continue à accueillir de nombreux fidèles. Par contre, la grande mosquée bâtie en 1097 est l'ouvrage du sultan Ibn Tashfin. Jam' al-Kbir est classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Donnant face à la mer, cet édifice religieux de style mauresque est remarquablement orné de céramique et de bois, ce
qui lui confère une stature particulière qui force l'admiration. Mais c'est durant l'ère ottomane que Jama Safir a été édifié en 1534. Située à l'intérieur de la Casbah, cette mosquée est devenue un lieu incontournable pour les fidèles. Restaurée en 1793 par Bab Hassan, elle fut à nouveau réhabilitée par le Dey Hussein et continue d'accueillir les gens de la cité pour les prières. Dans le même sillage des rues de la Casbah s'érige la mosquée de Sidi Abdelrahman Tahalibi, construite en 1621 en Haute-Casbah, en mémoire du théologien et soufi Sidi Abdelrahman qui repose dans ce mausolée où viennent se recueillir en prière de nombreux visiteurs. D'ailleurs, c'est en 1696 que le Dey Ahmed a transformé la tombe du saint en mosquée. Quant à la mosquée Ali Betchin de Zoujayoun en Basse-Casbah, elle a été classée par l'UNESCO puisque son bâti date de 1622. Mais l'aura particulière des vieilles mosquées de la Casbah donne un cachet spécifique à la cité, qui booste ainsi le tourisme culturel et culturel d'El Mahrousa. C'était donc les mosquées de la Casbah d'Alger et c'était Sophia Chouban qui s'y était intéressée. Nous restons à la Casbah et nous restons avec la découverte de ces mosquées en compagnie cette fois-ci de Samira Hadjamar. Bonjour. Bonjour Nour. Je vais dire salut. Bonjour Samira. Salut Nour. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors Samira, toujours aussi amoureuse de la ville d'Alger, toujours aussi amoureuse de la Casbah. Alger, capitale de mon cœur. Voilà. Et cette fois-ci, ça va être une autre facette de la Casbah. Alors, dans la continuité du travail qui a été fait par Sophie Benchouban. Sophie. Voilà, donc au XVIe siècle précisément, il y avait à El Jazair, donc El Jazair Mahrousa, c'est, on va dire, l'une des périodes les plus florissantes d'Alger. Et on a, à cette époque, on a des jardins, on a des défenses, on a des batteries, on a des palais, on a en fait, tout ce qu'il faut. On a surtout des lieux de culte. Oui. Et on a un Majlis el-Hilmi, c'est le conseil des docteurs de la foi et de la loi, parce que c'est ce qui était appliqué, il faut le dire. Et donc, pour chacune il y avait plusieurs religions à Alger, et la plus pratiquée était la religion musulmane, au vu de la population surtout algérienne, donc musulmane. Voilà. Donc, il y avait 2 grands muftis dans ce conseil, 2 cadis et un représentant de l'Odjak. L'Odjak, c'est-à-dire ottoman, une représentation ottomane. Et le culte, donc principalement, c'était donc le malakite et hanafite, pour la religion musulmane. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des mosquées hanafites jusqu'à aujourd'hui. Jama' Jdid, ce qu'on appelle la mosquée la pêcherie. Oui. Voilà.
L'une des plus récentes d'ailleurs, d'où son nom. Récente, elle a Par été rapport, achevée. par rapport Caïn ou Caïn, voilà, hein. par rapport aux mosquées donc, qui ont été bâties à l'époque. Au XVIe siècle, probablement. Elle date, sa construction a été achevée en 1660. Voilà, c'est le maître d'œuvre. C'était, on va dire l'architecte, c'était Hadj Habib. Voilà. Alors, elle est ottomane. Elle a des airs, des allures de Byzance. Quand on la regarde bien, on voit que Hagia Sophia, à Istanbul, Sainte-Sophie, en fait, la basilique, qui est mosquée maintenant, lui ressemble. Là, ce qu'on voit, c'est Jamal Barrani. C'est celui qui se trouve à la citadelle, donc le cœur de la Casbah. La citadelle, le sommet. Donc c'est à l'intérieur. Elle a été malheureusement modifiée. Ce qu'on a vu sur la photo, c'était une croix, parce que c'est devenu, à l'arrivée des Français en 1837, enfin après l'arrivée du colonisateur, ils l'ont transformée en église, donc Sainte Croix. Donc la photo qu'on a montrée, c'est avec la croix, donc Sainte Croix, voilà. Celle-ci a été construite près à la citadelle, là où Barberousse on va dire au moment où il a fondé Alger, la régence d'Alger, pardon, s'est installée là-bas, voilà. C'est devenu le gouvernement central au moment où Ali Khouja est remonté de l'Janina. Sinon, voilà. Pour revenir à cette époque, il y avait à peu près 104 mosquées. La Casbah, à l'intérieur de la Casbah, il y avait 104 mosquées. Peut-être qu'on peut voir la carte, si Amel Almi veut bien la montrer. C'est une carte qui date de 1830. Et on voit les petits points rouges. Oui. Qui indique le nombre de mosquées. Donc, l'emplacement aussi, par rapport à l'emplacement géographique. Dans toute la Casbah. En fait, parfois, dans un seul quartier, tu pouvais trouver deux. Il y a les écoles coraniques, il y a des minarets et il y a les mosquées. On les voit, c'est les ronds. C'est beaucoup. Hein. Donc, les plus connus sont Kchawa, Ali Betchin, donc Aldo Pecini. Oui. Puisqu'il s'est converti à l'islam, et le Kébir, Sidi Ta'alibi, Sidi Ramdan. D'ailleurs, Sidi Ramdan est l'une des plus anciennes, oui. Mosquées, Safir, Mohamed Sherif. Et ces mosquées que je viens de citer, pour la plupart, ont été classées à l'UNESCO dès 1968, c'est-à-dire juste après l'indépendance. Alors, Diego de Aido, qui est historien, signale la présence dans ses écrits, dans l'histoire d'Alger, d'une centaine de mosquées petites et grandes édifiées par les morts, les Turcs ou encore les renégats. Le père Dan aussi évoque plusieurs mosquées pour la Salah, mais la plus grande et la plus proche est celle qui se trouve près de la mer à cette époque. On parle du XVIe siècle, donc bien sûr le long de la muraille d'Alger, puisque le port d'Alger n'était pas comme il est aujourd'hui. Donc Gramae parle lui de 90 écoles coraniques, pour te dire... De Voul compte en 1830 13 grandes mosquées, 109 petites mosquées, 32 chapelles. Alors chapelle, ça peut être musulmane ou chrétienne, puisqu'on sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chrétiens qui vivaient ici. Enfin, il y a beaucoup de religions qui étaient là à Alger. Il y avait 12 zawiyas. Et en tout, ça faisait 176 lieux de culte. On est à quelle époque ici? On est toujours, c'est en 1830, c'est-à-dire au moment de l'arrivée du colonisateur français. Pourquoi c'est important cette date? Parce qu'en 1862, c'est-à-dire à l'arrivée de la colonisation française, il n'en restait que 47. Pour dire tout le mal qui a été fait Alors, par la colonisation française, soit détruite. Voilà, soit détruite ou reconvertie, non? Détruite carrément. Il y en a qui ont été converties, transformées en église, comme Kchawa a été détruite, a été voilà, mais ils ont détruit. Ils ont détruit énormément de choses. Entre autres, quand ils ont construit la route. Quand ils ont détruit la basse Casbah, ils ont divisé la Casbah en deux. Il y a Casbah Marine, là où il y a maintenant le musée de la Marine, les deux mosquées, donc Jamal Jdid ou Jamal Al-Kbir, voilà. Et ils ont construit la route, l'avenue du 1er novembre, qui en fait cache la Casbah.
C'était une manière d'isoler, puisque les Algériens vivaient principalement dans la Casbah et que les Européens, en fait, vivaient. Ce qui a été construit par la suite, Bab el-Oued, construite, Bab el-Oued existait. Ce qui s'appelle moderniser. Moi, je n'appelle pas ça moderniser, puisqu'à l'époque, il y avait des maisons mauraises qui étaient à l'extérieur de la Casbah avec des jardins. Entre autres, là où il y avait, pour juste citer un exemple, là où il y avait le palais de la Djenina, place des Martyrs, donc la grande place actuellement, il y avait le palais de la Djenina, il y avait des mosquées, il y avait même le mausolée de Walidada, peut-être Amel peut le montrer, donc il a été détruit et ses restes ont été sont actuellement, enfin depuis un moment, Tahalibi. C'est Abdelrahman Tahalibi. Bon, on met ça sur le compte du Ramadan. Voilà. Sinon. Alors, qu'est-ce qui fait Belek? On va rappeler que certaines mosquées de la Casbah d'Alger sont très particulières. On prend la mosquée de Ali Betchin, qui, elle, vraiment ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est construite sur des commerces. Alors, d'un côté, tu as 7 boutiques, de l'autre, tu as celle qui donne sur la rue de la Casbah, il y en a 8. C'est la seule mosquée où il y a des commerces juste en dessous. Et puis elle est très jolie, elle est construite avec du marbre qui a été rapporté d'Italie. Sidi Ramdan, on l'a dit. Alors Sidi Ramdan, elle date de l'époque berbère. Et ce qui fait sa différence, vraiment par rapport aux autres, c'est qu'il y a des tuiles, il y a 9 toits. 9 toits recouverts. Et elle est d'une austérité incroyable, sachant qu'elle est dédiée à Sidi Abdelrahman, mais qu'à la base, elle s'appelait c'était Jamal al-Qasba al-Qadima. Donc ça a été transformé. Ce qu'on retrouve dans les actes de Waqf, c'est Sidi Ramdan. Sidi Ramdan est un saint qui était vénéré, mais elle reste très, très austère. Il y avait aussi une mosquée à Bab el-Oued qui s'appelle Sti Mariam, qui, tout ça, comme on le sait, parce que c'est dans les actes, dans les waqf, on retrouve donc les traces et on retrouve même les noms parfois des imams qui ont géré, qui ont travaillé dans ces mosquées. Et on retrouve aussi une famille de Bab el-Oued qui s'appelle les Ben Nigro, qui ont géré, qui ont eu la charge de ces mosquées pour la conservation. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui ont été détruites aussi par la colonisation, entre autres celle de Barbarousse, celle qu'on appelle la mosquée Chaouch, qui est pas très loin. C'est à la place des Martyrs, en fait. Voilà. Dans le tracé là qu'ils ont fait, ils ont détruit énormément de mosquées. Voilà. Alors, on a vu quand même le gap de statistiques. Mais sinon, là, la photo que nous sommes en train de voir, probablement, là, tu pourras nous la commenter. Je pense que c'est l'entrée... là, je ne sais pas, mais la photo. Ce qu'on voit là, c'est l'entrée, c'est à Sidi Tahalibi, c'est le mausolée réservé, la tombe si on veut, de Walidada. Il a été transformé ici. En fait, dans Tahalibi qui vient d'ouvrir Sidi Abdelrahman, on retrouve après restauration beaucoup de saints. C'est magnifique. Il faut y aller. Ça a été restauré. Ça a été ouvert une semaine avant Ramadan. Je pense qu'ils vont ouvrir. Peut-être qu'il y aura une. C'est un musée. Donc, il a pris vocation musée. Il est géré par la wilaya d'Alger. Et par exemple, il y a la tombe de Racine, de Benchneb, il y a des artistes, il y a des savants, il y a les saints d'Alger, il y a beaucoup de choses à voir, puisqu'il y a des faïences, il y a une architecture, il y a les coupoles, il y a la mosquée aussi de Tahalibi qui est... Enfin, il y a une atmosphère, une âme très particulière dans ce cimetière. Voilà, et les gens sont enterrés jusqu'à aujourd'hui, puisque... Les familles bénéficient c'est très beau. Il y a du marbre. Il y a les lustres de la reine d'Angleterre qui a fait un passage. Et on peut aussi voir dans l'œuvre de Racine les mosquées, la baie d'Alger, les femmes en fait sur leur terrasse en train de prendre le rituel, les terrasses. C'est ça. Prennent le thé et puis et quand on est à la Casbah jusqu'à aujourd'hui, c'est très joli quand on est sur les toits. Même, par exemple, vous allez au musée de Mustapha Bacha, quand on est sur le toit, on peut écouter l'appel à la prière. Et il y en a plusieurs, parce que tout autour d'Alger et au cœur d'Alger, donc la Casbah, c'est magnifique, en fait, en face de la mer, à écouter
Et à visiter, il faut y aller. Oui, faut faut y les- aller. les Faut y aller. visiter, voilà. C'est le moment d'ailleurs. Hein. De visiter C'est la période. Toute l'année. Oui, mais c'est une bonne période parce qu'on est en vacances encore. Voilà. C'est le dernier jour des C'est vacances. le dernier jour. Ah oui, c'est vrai. C'est le dernier jour, mine de rien. Demain la reprise. Demain la reprise. Le week-end. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Samira, Merci, pour Ina. cette belle visite que tu nous as proposée ce matin au niveau des mosquées de la Oui. Casbah d'Alger. On se retrouve samedi prochain. C'est très Inch'Allah. animé en soirée, il faut y aller. Même moi, hier soir, j'étais à Ktewa, il y avait du monde. Oui. Enfin, voilà, c'est très beau à Non, visiter. c'est vrai que c'est le cœur palpitant de la ville d'Alger. Oui, hein. c'est Voilà. le cœur palpitant d'Alger. En tout cas, merci beaucoup, Samira. On Merci, se retrouve Noor. samedi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre visite. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de la galerie Aïcha Haddad, là où se tient en ce moment une très très belle exposition de peinture, de Oui, je vais Jamaldine Mebrak. Et c'est Ferial Hamdi qui s'y était intéressé dans Et de retour, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la santé et surtout comment avoir de belles assiettes bien équilibrées. Et donc, pour être toujours en forme, on en parle ce matin en compagnie de notre amie Hindawara. Hind, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Hind? Alhamdulillah, et toi? Ça se passe bien? Super, alhamdulillah. Très bien. Encore une fois sur le plateau de Bonjour Algérie. Toujours marhaba avec tu es chez Merci, toi, merci quand tu beaucoup. veux. Je vous remercie. Voilà, mais surtout tes recettes. Bien sûr, c'est le plus important. C'est important. Oui. C'est toi la plus importante. Merci. Finalement. Alors aujourd'hui, donc on s'est vu la semaine dernière Oui. pour parler un petit peu de comment donc un diabétique doit un petit peu gérer son jeûne. D'abord, est-ce qu'il a le droit de jeûner ou pas? Donc on a un petit peu parlé. Donc probablement on reviendra sur l'importance finalement d'aller vers son médecin, d'écouter son médecin, n'est-ce pas? Exactement. Donc, un diabétique, c'est connu qu'un diabétique de type 1 ne peut pas jeûner, comme je le dis à chaque fois, car il risque d'avoir après des complications très graves, comme la déshydratation, comme je vous ai dit la fois passée, les corps cétoniques, ce qui est très grave pour une personne atteinte du diabète de type 1. Et maintenant, si on parle du diabétique de type 2, ben, dans ce cas, il doit toujours, je dirais avant Ramadan, un mois avant, il doit aller chez son médecin. Il doit lui demander ou avoir l'avis du médecin, l'avis médical, s'il pourra jeûner ou non. Donc, le médecin va analyser son cas, son état de santé, son état de diabète. Ensuite, par la suite, il donnera un avis. Donc, soit c'est un oui, soit c'est un non. Donc, selon l'état du patient. Et voilà, selon l'état du patient. Et surtout, il ne faut pas y aller bzaf. Surtout pas. Justement, je voulais parler de ce point. Beaucoup de personnes, surtout les personnes âgées, donc ils ne disent bizarre. Donc, ils se disent qu'il faut que c'est impossible, je ne peux pas le faire. Mais plutôt, pardon. Mais il faut savoir que quand il s'agit de santé, on n'a pas
à choisir. On n'a pas à choisir. Exactement. Donc, du on moment a un seul choix, c'est de préserver sa santé. Sa santé, exactement. Et par rapport à la société algérienne ou la vision de la société algérienne, je crois que ça commence à changer, alhamdoulilah. Donc, les gens commencent à comprendre qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner parce qu'elles sont atteintes du diabète ou d'autres maladies chroniques. Donc, les gens commencent à comprendre que pendant le Ramadan, il y a des personnes qui ne jeûnent pas, donc on doit les respecter. Voilà, effectivement. Voilà. Et quand on dit diabétique, on pense directement à restriction. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de toucher aux sucreries, on n'a pas le droit de toucher à ceci, à cela. Et là déjà c'est très appétissant, hein, ce que nous sommes en train de voir à l'antenne. Et pourtant, donc Hind, c'est un petit peu ta mission. Hein. C'est vraiment de dire il n'y a pas de restriction, il y a juste finalement un savoir-faire, un savoir-vivre, n'est-ce pas? Exactement. Donc on peut vivre le plus normalement possible étant une personne diabétique. Il faut juste savoir vivre et surtout être intelligent. Oui. Donc on peut remplacer certains aliments qu'on ne peut pas manger, on peut les remplacer par des aliments qui sont bons pour une personne diabétique. Donc c'est une question d'équilibre. C'est une question d'intelligence. Donc on remplace ça par ça pour ne pas être dans la restriction, dans la frustration. Voilà. Alors, et justement, c'est ce que tu fais à travers ta page, c'est que, à travers les réseaux sociaux, d'une manière générale, là, on te retrouve, c'est que tu donnes des petites astuces par-ci, par-là, pour permettre justement à ces personnes donc, de ne pas être dans la frustration de la privation, mais surtout, même pour les personnes qui ne sont pas forcément malades, hein, donc, en guise de prévention. Exactement. Alors là, nous sommes en train de découvrir la première photo. Gâteau chocolat courgette. Oui, c'est un peu bizarre, je sais. Donc c'est un gâteau au chocolat et courgette. Donc c'est un gâteau sans sucre et sans gras, à 100% healthy. D'accord. Voilà. Donc il est à base de chocolat noir, qui est très bon pour la santé. Chocolat noir à combien? À 70%. 70%. Et de la courgette, de la maïzena et des œufs seulement. D'accord. Voilà. Oui, mais de toute façon, le chocolat, il a un bon goût. Oui. Même à 70%, c'est quand même bon. C'est bon, exactement. C'est pas aussi amer que non, ça. Non, du tout. Donc, d'ailleurs, c'est pas amer. Et même quand on le prépare avec donc, ce gâteau, avec la courgette, on ne sent pas avec le goût amer. On ne le sent pas du tout. Même la courgette, ça a quand même un goût assez neutre. Hein. C'est exactement. Pas... Oui. Et c'est très bon pour la santé, surtout pour la personne diabétique. Donc, soit on la mange dans des gâteaux, soit on peut la manger toujours dans nos assiettes en vapeur ou des plats à base de courgettes, parce que c'est très bon pour la santé. En tout cas, c'est très appétissant. Hein, donc, avec un peu de beurre de cacahuète. Voilà, j'allais poser la question par rapport à ce qu'il y a, par c'est du beurre de cacahuète nature. Nature, sans sucre. Bien sûr. Qu'on peut préparer à la maison. Qu'on peut préparer à la maison, effectivement. Alors, préparation, tu nous as donné recette, plutôt ingrédients, préparation. Très bien. Donc, on commence mode d'emploi. On commence par cuire la courgette, donc soit dans l'eau, soit à la vapeur. À la vapeur, oui. Ensuite, on fait séparer les jaunes d'œufs et des jaunes du blanc. On fait monter le blanc en neige. On fait fondre le chocolat en bain-marie. Et par la suite, on mélange les œufs, maïzena, du chocolat noir et un petit peu de levure chimique. Et après, on incorpore le blanc monté, le blanc en neige, tout doucement. C'est un peu comme une mousse, hein, exactement, finalement. Oui. On le met au four à 20-25 minutes à 180 degrés. D'accord. Et c'est très léger, ça a l'air d'être super léger. C'est super bon. Oui. Voilà. Du sucré, on passe au salé. Des mini hamburgers, on va dire healthy, donc ils sont à base de la farine semi-complète. D'accord. Voilà. Donc c'est connu que la farine blanche fait augmenter la glycémie. Oui. Donc par exemple, on peut la remplacer par la farine semi-complète ou la farine complète. Ah, donc comme quoi, pas de privation. Exactement. Donc, voilà, comme tu l'as si bien dit, être intelligent, remplacer un ingrédient par un autre. Voilà, sans pour autant détériorer le goût. Exactement, oui. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 500 g de farine, donc de l'huile, de la levure chimique, de la levure boulangère. Donc dans un saladier, on met de la farine, ensuite de la levure chimique, une cuillère à soupe, la levure boulangère, la même chose, une cuillère à soupe. Donc on mélange avec un demi-verre d'huile végétale. Donc on peut utiliser l'huile de coco ou l'huile d'olive, donc kiff-kiff.
Ensuite, on laisse reposer un petit moment et on ramasse avec à peu près un verre de lait. D'accord. Il faut la pâte tiède. Voilà. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on met ce qu'on veut. Donc, voilà. de la tomate, des salades, du fromage blanc. Et après les légumes, tous les C'est à légumes sont volonté. tolérés. Exactement. n'est-ce pas? Et on peut les prendre Conseillé. à volonté. Exactement. Voilà. Voilà, mais ça a l'air d'être trop bon. Avant de passer à une autre recette, une autre proposition, qu'en est-il des photos? Elles sont trop belles, les photos. Merci, c'est mes photos. C'est toi-même? Oui. Bravo. Ben, merci. Bravo. Ça fait double casquette finalement. Oui. Parfois triple même. Parfois plus. Parfois multiple. plus, oui. J'imagine, parfois multiple. On passe aussi. Ah, ça c'est sympa. Oui, donc c'est un repas équilibré. Ça fait penser à un petit déj. Je sais pas pourquoi. Non, c'était un déjeuner. D'accord. Oui. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rappeler un petit déj. Peut-être que c'est les couleurs, non? Alors, je vois qu'à chaque fois que tu mets des photos comme ça de plats que tu prépares, si on peut juste revenir, s'il vous plaît, à la régie, à la photo. Donc, il y a un appareil à côté. Il sert à quoi? Oui, donc c'est le glucomètre. Donc, c'est un D'accord. appareil qui sert à prendre sa glycémie. Donc, à chaque fois avant de manger, que ce soit pour les diabétiques de type 1 ou de type 2, toujours avant de manger, il faut prendre sa glycémie pour savoir combien s'injecter d'unités de doses d'insuline pour ne pas tomber après dans l'hypo ou dans l'hyper. Voilà. Donc, il faut toujours faire son autosurveillance. Il faut être toujours surveillé. Voilà. Voilà, ne pas oublier ces bons réflexes. Exactement. Voilà. Oui. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette assiette? Je reconnais le concombre, je reconnais un Très bien. faux plat. Et c'était des galettes à base de pois chiches. D'accord. Oui. Donc, pois chiches hachés, et, enfin en poudre, et on ajoute tout ce qu'on veut. Des légumes, des protéines, poulet ou viande, donc selon ce que nous aimons. Ensuite, on ramasse avec un œuf et on les fait cuire au four. Au four, Oui. C'était au four, d'accord. Bravo. Voilà. Et là, c'est une bonne salade. Oui, très riche. Donc, du concombre, de la carotte, maïs, fromage, la laitue, quoi encore, il y avait du thon. Et je pense qu'il y avait. Non, il y avait. La menthe. Là? La menthe. La menthe, Nana. d'accord. Ça donne un très bon goût. Et après, vers la fin, on rajoute un peu de citron. D'accord. Et c'est délicieux, sincèrement. Ah, c'est vrai, je suis C'est d'accord. rafraîchissant aussi. Je suis très d'accord que la menthe a un très bon goût. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes salades aussi. C'est super Toujours, je bon. rajoute de la menthe. Il faut toujours mettre la menthe et du citron. Et du citron, ça va de soi. Oui. Ça va de soi. Et de l'huile d'olive. Oui. Oui. Moi, j'aime pas trop. Ah, d'accord. Oui, donc je préfère. Tu n'aimes pas trop par rapport au goût ou au par goût, rapport... oui. Ah, d'accord. Au goût, j'aime pas trop, oui. C'est rare, je rencontre des gens qui me disent que j'aime pas l'huile d'olive. C'est moi. Tu es la deuxième personne que j'ai rencontrée. Ça, donc je ne suis pas seule. Ça me rassure. Très peu, en tout cas. Ça me rassure. mais C'est allez. déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, très peu. Voilà, parce que quand même, l'huile d'olive, ça a très bon pour la santé. de très très bonnes vertus aussi Oui. à côté. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. On passe à une autre recette aussi? Oui. Donc là, on a des chips healthy. Ça, c'est intéressant par contre. Oui. Ça, c'est très très intéressant. Donc, ce sont des chips à base de le pain libanais. D'accord. Donc, on le coupe en petits morceaux. Ensuite, on met tout ce qu'on veut comme épices. Et on met un peu d'huile végétale. Et on fait passer au four pour 10 minutes à peu près. Et on peut l'accompagner avec des sauces ou du guacamole. Par exemple, là, on a de l'avocat avec du citron. D'accord. Et de l'autre côté, c'est de la moutarde. Voilà. Donc, ça va nous permettre de manger des chips et de rester équilibré et d'avoir une bonne glycémie. Mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas dépasser certaines limites. Parce que ça reste quand même, le pain libanais, ça reste quand même à base de farine blanche. Exactement. Donc, c'est de la farine blanche et c'était au four. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait passer un aliment au four, son index glycémique sera plus élevé. Il augmente. Exactement, il augmente. Donc, on doit en consommer à modération, donc modérément. Il faut savoir, il faut pas prendre beaucoup de quantité. Voilà. Tout juste ce qu'il faut pour, exactement, oui. Pour se rassasier. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Bon, mais après, les chips, ça rassasie pas forcément. Hein. Surtout lorsqu'on est en face de la télé, en face d'un bon film, quand c'est de la bonne compagnie. Oui. Hein. On n'assure rien là-dessus. Hein. Une autre recette aussi? Ah, c'est sympa ça. Oui, donc c'est on va dire, c'est pour un déjeuner, des toasts. Donc on a du pain de mie à base de farine complète. Oui. Parce que j'utilise. Là par contre c'est accessible. Hein. Donc c'est vrai qu'au niveau des étalages, le pain de mie complet, oui. Parfois avec des céréales aussi, oui. on en trouve. Oui, alhamdoulilah, kainin de partout. Donc avec un peu de fromage blanc
de la tomate, de la laitue et des œufs pochés. Voilà, c'est très rapide à faire, c'est super bon et aussi c'est très bon pour la santé. Surtout. Voilà, donc j'ai pris ce repas, 2 heures après, je me suis retrouvée avec une très bonne glycémie, ce qui prouve que ça ne fait pas augmenter la glycémie. Voilà. Et c'est super bon. Ah, j'imagine. C'est délicieux. Ah, j'imagine. Oui. Bon, moi je vais temporiser peut-être pour ces recettes. Ce sera après Ramadan. Inch'Allah. D'accord, parce que Ramadan, parfois, c'est plus consistant. Hein. Oui, mais il faut savoir juste pourquoi je vous montre aujourd'hui ces recettes. Pour une personne qui est diabétique de type 1, donc elle doit garder le même rythme qu'en dehors de Ramadan. Effectivement. C'est ce qu'on devrait faire aussi. Hein. Oui. N'est-ce pas? Oui. Même pour les personnes qui ne sont pas atteintes du diabète. Donc, elle doit faire attention, ne pas trop manger. Donc, il faut privilégier toujours la quantité que la qualité. Voilà. Donc, il faut savoir quoi manger. Mais si on mange beaucoup, au bout d'un moment, on va... Voilà, effectivement. Et puis c'est vrai que lorsqu'on grignote par-ci, par-là, et tout ce qu'on trouve sur les étalages, parfois, ça ne rassasie pas forcément. Exactement. Donc, on a toujours cette sensation de faim. Et donc... c'est ce qui va faire qu'on mange beaucoup et pas de qualité finalement. Exactement. Voilà. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir partagé avec nous tes petits secrets. Alors, on te retrouve sur les réseaux sociaux aussi pour d'autres recettes, pour d'autres astuces. Tu nous rappelles c'est Diabète Vie. Diabète Vie. Voilà. Sur Instagram ou sur Facebook. Diabète Vie, c'est tout un concept, toute une philosophie, n'est-ce pas? Oui. Voilà, qu'on en parle. On en parle d'ailleurs à chaque fois. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et une très très belle continuation. Voilà. Et on continue. On va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, nous allons aller du côté de Constantine, en compagnie de Sophia Chouban, elle qui s'est intéressée à l'art au niveau de cette magnifique ville, et on se retrouve juste après. Rien n'est plus beau que de raconter la ville du Vieux Rocher, et surtout de la peindre, parce qu'elle séduit par son aspect architectural, ses arts et ses traditions. Et ô combien d'artistes peintres ont illustré cette capitale de l'Est algérien dans tous ses contes. L'une des caractéristiques du mouvement artistique constantinois, c'est mettre en exergue us et coutumes ancestrales, comme l'habit traditionnel de la femme. Mlaya revient en effet sur la toile. Peinture à l'huile, aquarelle, dessin au crayon ou à l'encre de Chine sont les techniques les plus utilisées chez les plasticiens. Le pont de Sidi Msid ou de Sidi Rachid ont envoûté les orientalistes de tendances multiples. Ainsi, Constantine devient l'image d'une ville idyllique, peinte tantôt dans un style réaliste, voire même souvent dans un style expressionniste. Connu pour son cachet musical du ma'louf, de la dinanderie et de ses spécialités sucrées gustatives, Cirta l'Antique représente par excellence un pan de la mémoire artistique algérienne. Et de retour sur le plateau, c'était donc l'art au niveau de Constantine, et c'est Sophia Chouban qui s'est intéressée à ce sujet. Nous allons rester dans l'art, mais cette fois-ci dans la musique savante. On en parle en compagnie de notre invité Abdelhadi Boukoura. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ça se passe bien avec Ramadan? Ça va. C'est plutôt animé, hein? Oui, très. Très animé. Voilà, effectivement, c'est très animé. Alors, aujourd'hui, on va parler avec vous un petit peu de cette musique savante, de la musique andalouse, puisque vous êtes auteur-compositeur.
Oui, entre autres, et chef d'orchestre. Et chef d'orchestre. Voilà. Voilà, chef d'orchestre. Alors, la musique andalouse, il faut dire que cette musique savante, elle plaît et surtout, c'est une musique qui continue à s'imposer. C'est une musique qui est très prisée et particulièrement avec la naissance des différentes associations qui font un travail magnifique pour la conservation, la promotion et donc la transmission surtout de cette musique, n'est-ce pas? Tout à fait. Depuis exactement la création de la toute première association Al-Moutrebiya en 1911, depuis, les associations ont joué un rôle, on va dire, primordial. C'est grâce aux associations que cet art continue à survivre surtout. Alhamdoulilah, il y a tellement actuellement d'associations, ben c'est bien. Ça aide à sauvegarder ce patrimoine et à l'inculquer aux générations futures. Voilà, et c'est ce que vous faites aussi. Ben oui, c'est notre rôle, c'est un devoir. Oui. C'est un devoir. C'est la musique andalouse, c'est notre identité, c'est notre culture, c'est notre fierté. Ça date de plusieurs siècles. C'est la continuité dans le travail. Voilà, effectivement. Et donc, aujourd'hui, il faut dire aussi que les parents jouent aussi un rôle très important, parce que c'est un peu eux qui accompagnent les enfants, qui font que les enfants s'intéressent, qu'ils partent vers ces associations. Tout à fait. C'est grâce aux parents. C'est eux qui orientent leurs enfants vers cette musique. Mais en réalité, c'est les parents eux-mêmes. Surtout ceux qui ont été privés de cette musique. Qui réalisent un petit peu le rêve à travers leurs enfants. C'est à travers leurs enfants, ça se passe comme ça. Et puis la musique andalouse, c'est une musique de famille. Oui. Surtout aux associations, on retrouve les sœurs, les frères, les cousins. Ça se passe en famille. Alhamdoulilah, c'est un milieu, alhamdoulilah, très simple, très correct, très propre. Très intellectuel aussi. Ah oui. N'est-ce pas? Ah, tout à fait, tout à fait. On retrouve des ingénieurs, des médecins, des architectes, des chercheurs, c'est des gens d'un certain niveau. Bon, on a des plombiers, des menuisiers, mais bon, c'est des gens d'un certain niveau culturel. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà. Et c'est vrai que cette transmission se fait de façon très automatique et de façon très fluide avec la nouvelle génération qui reste quand même une génération qui apprécie, qui s'y connaît et puis qui veut aller de l'avant. On le voit d'ailleurs à travers les différents spectacles de musique andalouse, les familles, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on revient au rôle des parents. Donc on est accompagné par des enfants qui sont là, par des jeunes qui sont là, qui s'intéressent finalement à cet art. Oui. Depuis la nuit des temps, cette musique est traduite par la méthode traditionnelle, c'est-à-dire de bouche à oreille. Il y a le maître qui joue, qui chante, et l'élève qui répète. Et ça continue à ce jour. Bon, n'empêche qu'il y a des tentatives pour écrire cette musique, pour ne pas la perdre. Mais ça reste cette méthode efficace à ce jour. Bon, efficace à un certain niveau, parce que le maître, si donc il emporte ses connaissances avec lui. Et Dieu sait ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, effectivement. Alors là, justement, nous sommes en train d'écouter un magnifique fond musical. عليا من غرام مغروسي شوي الكباد شوقني في لتساد وغرس في القلب سعادة وملكني ود العقل وعضايا عليا شاهدة من فات العربان والعجم حباش والكراد سيد الأسياد حب وفايق العادة عدى حب الناس كلها وعدى حب الوالدة واجب لي نهوى حبيب فايق كل الزهاد سادات العباد واللي مدحوه بزيادة أهل العلم العارفين وأصحاب عقول الراشدة من أمر بالدين والهدى ونهى عن الفساد في القول وفي عقاد يا سامع خود إفادة من تبع نهج الرسول ينجى من نار الواقدة صلى الله على الرسول المجتبى الجواد على آل المجاد أهل البيت محمدا خير ما خلق الله ربنا عين الرحمة الواردة. Magnifique, déclamation. D'ailleurs, c'est ce que vous faites à chaque fois. Vous composez, vous écrivez, vous déclamez.
aussi. Ouais, bah oui. C'est une passion. La poésie, c'est une passion. C'est voilà. Et vous écrivez vous-même vos textes? Oui. Je suis auteur-compositeur. Alhamdoulilah, j'ai travaillé à pas mal de chanteurs et de chanteuses. Mais ça reste une passion, c'est tout. Voilà. J'aime la poésie, surtout le melhoun. C'est un domaine très vaste, très plaisant. On s'évade. On s'évade, effectivement. Et puis c'est vrai que chez Al-Melhoun, ça reflète un petit peu tout le vécu de la société, tout le quotidien de la société. Ah bah oui. C'est comme la musique andalouse. C'est comme la musique andalouse. Ah bah oui, c'est comme la musique andalouse. La poésie, c'est de l'archive. Oui. En réalité, c'est de l'archive. On peut prendre une idée sur l'époque où le poète a vécu, ce qui s'est passé à cette époque-là. Des guerres, ou là, même pour l'amour, ou là pour l'amour profane, ou là. C'est une évasion terrible. Voilà, effectivement. Et justement, vous écrivez aussi pour d'autres artistes, comme qui par exemple? Bon, les Nsahom, comme il y a Mohamed. Pardon, excusez-moi, merci. Il y a Mohamed Chitouane, il y a Sid Ali Al-Qam, il y a Reda Bouria, Karim Mezi. Pardon. Merci. Enfin, pas mal de chanteurs. Voilà, donc vous écrivez, vous proposez comme ça ou on vient vous solliciter pour, ça dépend. Pour des paroles? Avec ceux que j'ai l'habitude de travailler, je connais leur terrain, comment dire. Leur style un peu. Voilà, donc je propose les yeux fermés. Mais des fois j'ai des demandes sur ce sujet, ça dépend avec qui je travaille. Voilà, et après, c'est un travail que vous faites en collaboration, dans le sens où vous allez proposer un texte et puis il sera modifié par la suite, ou c'est un texte que lorsque vous proposez, il est pris tel quel? Généralement, non, il ne sera pas modifié, sauf peut-être quelques mots. Parce qu'après tout, c'est le chanteur qui va chanter, c'est pas moi. Oui. Si je trouve que s'il a raison, si en modifiant il a raison, je ne suis pas contre. Mais des fois, non, on ne peut pas changer. Il y a le mizan, il y a le bahr, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Voilà. Mais j'essaie de le convaincre. Voilà. Après, c'est la composition musicale qui doit suivre un petit peu. Donc généralement, où je compose moi-même, où je donne au chanteur, il donne à un autre. Comme par exemple, je travaille beaucoup avec Mohamed Bouamran. Dans les deux albums de Karim Elzi, c'est Mohamed Bouamran qui les a composés. Non, je suis ouvert, je suis pas. Moi, je donne le texte avec mélodie. Voilà. Mais après, si le chanteur n'apprécie pas, là, je suis pas contre. Voilà. Après tout, c'est lui qui va chanter. Exactement. Il va le modifier selon son style, effectivement. Mais sinon, vous êtes venu avec un autre très beau texte que vous pourriez peut-être partager avec nous. C'est le même texte que vous avez écouté. Non. Voilà, je vous jure. C'est le même texte. Mais معليش c'est un texte profane à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wassalam. Alors peut-être un autre extrait? Oui, pourquoi pas. Voilà. Qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas écouté. Il y a un autre qui passe, je crois. Non. Non, on allait juste vous accompagner. On allait juste vous accompagner par de la musique. D'accord. On va essayer de déclamer la dernière partie. Voilà. Alors, بالحمد المولاي تام منضوب فاني جاد جبتو في نجاد بلسان الفصح سداده خبلتو بفتي الحر قد ومقام ما هي بارده اسمي ما نخفيه به يظهر طالع عتاد فايق كل حساد في الخز بغاو سياده عبد الهادي جاب في نظمه قال دعوه ناشده وسلامي مرسول بالعطر فاح لاهل الانشاد ومشايخ كل بلاد اهل الفن الغراده والود بالحرار كل واحد كان فيه ورده ونرحم على احباب من سكنوا تحت الحاد سكنوا تربة وتربة وغماد واللي فازوا بشهاده في جنة رضوان ربنا سكنانهم في الخالده صلى الله على البشير المجتبى الجواد وعلى آل المجاد أهل البيت محمد خير ما خلق الله ربنا عين الرحمة الواردة. Bravo, c'est magnifique. En tout cas, vous, alayhi salatu wassalam, justement, en déclamant votre poème, je me disais que ça fait rappeler un petit peu le Qsaïd Chabi. Hein. C'est destiné pour. C'est destiné pour. C'est du C'est destiné tout à fait, pour. tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est destiné. Vous comptez composer une.
une musique qui va avec. Oui, oui, ce texte a été déjà chanté par plusieurs chanteurs. D'accord. Et je vais vous donner un scoop. Je suis en train de, bon, je l'ai finalisé, mon propre diwan. D'accord. Je compte l'éditer. Donc, je suis à la recherche d'un éditeur. Voilà. Voilà, c'est l'occasion de faire un appel ce matin. S'il y a un éditeur qui est intéressé, il y a un diwan de 64 textes. Ah, quand même. Oui. Quand même. C'est assez volumineux. Voilà, donc il a Rabbi Sahel, il sera mis à la disposition des mélomanes. Inch'Allah, aujourd'hui vous nous avez donné le scoop. La prochaine fois, vous viendrez présenter en exclusivité. Oui, n'est-ce pas? Avec plaisir. Vous donnerez la priorité à Canal Algérie? Promis. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est un diwan, donc vous dites 64 textes environ. Donc ce sont les 64 textes que vous avez écrits depuis que vous avez commencé, ou c'est un choix particulier que vous avez fait? Non, j'ai fait un choix. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire depuis 95. Oui. بالله يا ناس فهموني. Ah. قولوا لي وعلاش الناس تتقاتل. حنوا لله وجاوبوني ما فهمت علاش الحروب نايضة. بيضة بهلاك للخير ناقضة. Magnifique, hein, vraiment des textes très très lourds en symbolique, très lourds en sens. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans votre diwan, Inch'Allah. Tout à fait. Et puis ce texte a été déjà enregistré, chanté par Khaled Melzi. D'accord. Dans son deuxième album, Mélodie Mohamed Bouamra. C'est une très très belle chanson. Voilà, effectivement. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation. On vous attend hein, pour votre diwan, Inch'Allah. Si je trouve un éditeur. Inch'Allah. L'appel est lancé ce matin. L'appel est lancé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, Abdelhadis. Et on vous souhaite très très belle continuation, beaucoup de réussite. Voilà, merci encore une fois à vous. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Radia Boulmaali dès demain à partir de 9h, Inch'Allah. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir. أنا عليك مداح يا رسول الله بدواك طبني يا النبي العربي 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 انت سيد كل سيد الله انت أعز المذنبين الله الله يا مولاي انت أعز المذنبين الله